Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre retrouve cette semaine Sam Cornell pour nous parler de son livre La collision des mondes, édité chez Livresse Éditions. Bonjour Sam Cornell. Bonjour à tous. J'avais une... Alors, peut-être pour le souci des auditeurs, on parle depuis le début de la semaine de votre livre, donc on a bien compris qu'on était parti des années 20 et qu'après, on voyageait dans le temps, dans l'espace. Mais peut-être qu'on peut quand même donner une petite indication de ce pourquoi de ce voyage, autant de voyages et dans le temps, puisqu'on remonte quand même aux alentours au Moyen-Âge, enfin pas au Moyen-Âge, mais au tout début du Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez, sans dévoiler bien évidemment le fin mot de l'histoire ou le fil rouge de l'histoire, pourquoi on voyage autant avec un meurtre qui a eu lieu en 1923 en Normandie? Alors on voyage autant parce que le meurtre qui a eu lieu, enfin les meurtres, puisqu'on en découvre plusieurs au fur et à mesure là, dans le premier épisode, c'est difficile de ne pas dévoiler, donc sont liés à différentes personnes, bien évidemment, donc certaines sont nécessairement criminelles, et l'inspecteur, autant que le lecteur, puis après Mademoiselle Collinet, puisque Mademoiselle Collinet, elle est dans cette histoire, on l'a évoqué les jours précédents, elle est dans cette histoire parce que son père, l'ancien maire, l'ancien édile de Fromentville, donc petit village du Pays de Caux, fictif, est mort dans des circonstances troubles. Donc, lorsqu'elle voit qu'une enquête autour de tous ces meurtres a lieu, donc poursuivie par l'inspecteur dans le premier épisode, voilà, elle se sent impliquée et elle se retrouve impliquée justement dans le deuxième épisode aux côtés de frère Guillaume. Et par la suite, le lecteur va se rendre compte, c'est d'ailleurs plutôt l'objet du troisième épisode, va se rendre compte que un étrange mécanisme qui s'appelle le mécanisme d'Alazen. Donc Alazen était un savant perse qui a vécu aux alentours de l'an 1000, aurait produit, créé, inventé, imaginé un mécanisme aux propriétés particulières, et ce mécanisme, depuis sa création, aurait été convoité pour diverses raisons par beaucoup de monde. Et donc c'est un peu le fil rouge du livre. De l'an 1000 jusqu'aux années 20, 1920, puisqu'on est en 2020, donc maintenant il faut préciser, ce mécanisme, lui, ne va pas toujours rester inconnu sur des étagères poussiéreuses. Il va passer de main en main, parfois des mains illustres, et surtout être convoité par beaucoup de monde, ce qui va créer d'ailleurs probablement certains conflits, et peut-être même des conflits que l'histoire a bien connus. Et c'est en suivant ce mécanisme que le lecteur petit à petit va revenir jusqu'au XXe siècle, comprendre tous les tenants et aboutissants autour de cet objet qui est sur la couverture, si vous y faites attention, et de façon à la fois logique et peut-être, j'espère, surprenante, expliquer tous ces meurtres qu'il y a pu avoir en 1923, pour être précis, 1924. Voilà. Donc, pour une histoire qui finalement... votre livre commence en 1923, se termine en 1924, sur quelques mois, 6 mois à peu près. Ça, oui. En 6 mois, on remonte en l'an 1000, quoi. Donc... C'est ça. Alors en fait, justement, bien que ça soit un objet, quelque chose d'inerte,
pour moi, le mécanisme d'Alazen est un personnage à part entière. Il est au cœur du livre comme les autres. Et on suit son histoire, en fin de compte. On suit l'histoire de tous les personnages qui ont plus ou moins d'importance. C'est un point qu'on n'a pas évoqué. Le fait de passer par des époques différentes, des lieux différents, et donc des thèmes différents qu'on a déjà pu évoquer, mais surtout des styles de livres différents. Polar, thriller, récit historique, etc. C'est plutôt un livre choral, un roman choral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage plus important que d'autres. Chacun a son petit favori d'ailleurs, les lecteurs, je ne sais pas pour vous, mais les retours... Mademoiselle Collinet. Ah, je peux comprendre, mais chacun a son petit personnage favori, parce qu'il n'y a pas de favori, et moi dans les personnages, dans cette... Personne ne mène la danse en fait. Personne ne mène la danse, et donc il y a une clique de personnages, et dans tous ces personnages, eh bien, pour moi le mécanisme d'Alazen en est un aussi. Et alors, puisqu'il est passé entre plusieurs mains, effectivement, entre sa conception en l'an 1000 à peu près, enfin à l'époque d'Alazen, il a traversé les siècles, et donc il est passé entre les mains de personnages illustres que tout le monde connaît, là je ne crois pas trop me tromper, et notamment un Léonard de Vinci. Alors, j'ai été un petit peu surprise, mais maintenant je le suis moins parce que vous avez expliqué que vous aimiez bien prendre les gens un petit peu à contre-pied. Vous écornez un petit peu l'image, je dirais, l'image de Saint Léonard de Vinci. Et ça m'a... vous remettez un petit peu en cause ses connaissances mécaniques. Vous n'avez pas peur de vous faire taper sur les doigts? Alors, peut-être... Par les fans de Léonard de Vinci? Probablement, c'est possible. Le but n'était clairement pas de refaire le Da Vinci Code. D'ailleurs, le livre a été imaginé avant la sortie du Da Vinci Code, mais puisqu'on vient de l'évoquer, parmi d'autres personnages, pour certains connus et illustres, il y a Léonard de Vinci. L'idée, on l'a évoqué au début des interviews, c'était... pour que le fantastique soit crédible, pour que mon histoire soit crédible et tienne la route, j'ai essayé de me documenter au maximum et de me baser sur les faits réels, pour mélanger justement mon histoire à des faits réels. Donc j'ai pas voulu reprendre l'image, voire l'image d'Épinal, sans faire de jeu de mots sur les imaginales, notamment de Léonard de Vinci. J'ai plutôt, je suis reparti de l'histoire réelle, de sa biographie, et c'était un autodidacte à la base, et c'était un dessinateur. Il a commencé, il avait un talent pour le dessin. Alors en fait, il n'avait pas le droit, je le raconte un peu dans le livre, il n'avait pas le droit aux études parce que c'était un enfant né hors mariage. Mais donc en général, c'était d'autres types d'études, et il avait un talent pour le dessin, donc son père l'a emmené chez Verrocchio, qui était un atelier très, très connu à l'époque de la Renaissance, pour compléter sa formation. Et très vite, Léonard de Vinci, d'ailleurs, est devenu meilleur que son maître. L'élève dépasse le maître, comme on dit souvent, et en tant que dessinateur. Il avait un talent d'observation phénoménal, ça je ne le remets pas en cause. Il avait un talent pour reproduire les choses. Au début, c'était les paysages de sa Toscane. Après, c'était des mécaniques, jusqu'à des rouages, jusqu'à des petits détails. Mais ce n'était pas un scientifique de formation. Parce qu'il n'avait pas été à l'école, de toute façon. Il n'avait pas vraiment été à l'école. Donc, et c'est bien plus tard, c'est expliqué dans le livre, qu'il se fait aider d'ailleurs de Luca Pacioli, qui est un mathématicien italien, pour compléter sa formation. D'où, j'imagine que vous connaissez, les auditeurs aussi, l'homme de Vitruve, ce qu'on appelle, qui est le fruit un peu du travail commun entre les deux. Voilà. Donc oui, je l'écorne, enfin, je pense pas l'écorner. Je rétablis des vérités sans polémique d'ailleurs, parce que clairement l'ouvrage sur Vinci n'a pas lieu à faire des polémiques, mais plutôt à l'inscrire dans une histoire un peu particulière et un peu étrange. À son insu.
À son insu, oui. En plus, sans en dévoiler, il entre dans l'histoire, enfin dans le roman, il entre dans l'intrigue par pur hasard. Et je peux même le dire, ça dévoile pas. C'est simplement en rangeant son atelier. C'est un fait historique aussi, c'est-à-dire qu'il a fait partie de différents peintres qui avaient été appelés par le pape à l'époque. Alors voilà, on sait tous que la papauté avait quitté Rome pour aller en Avignon, en France, donc, puis après était retourné à Rome, donc voilà. Et donc suite à tous ces mouvements notamment, il a fallu redonner son blason, redorer plutôt l'image de Rome, et un pape a fait venir plusieurs peintres très très connus, Ghirlandaio, etc. Et parmi tous ces peintres, il y avait Vinci. Mais à l'époque, c'était quand même encore un jeune débutant, entre guillemets. Il n'avait pas l'aura qu'il a eu plus tard. Donc voilà. Donc j'ai imaginé qu'il n'avait pas le plus bel atelier, et que donc et c'était quelqu'un par contre connu pour être très très minutieux et très méticuleux. Voilà. Donc je l'ai imaginé, ce brave Léonard, à nettoyer son atelier et à tomber par hasard, et donc à rentrer par hasard dans mon histoire. D'accord. Alors à la fois il a été pris comme peintre par la papauté, et vous dites qu'il a suivi une des raisons pour lesquelles il a suivi le roi François Ier en France, c'était pour fuir l'Inquisition. Alors ce qui est pas tout à fait faux. Oui. Alors en fait, oui, là je il a perdu un petit peu de son aura auprès du pape, alors. Je m'en sers un peu de ces dernières années de vie de Léonard de Vinci au Clos Lucé, donc en France, près de François Ier, qui était à Amboise. Je m'en suis un peu servi pour mon histoire, en effet, plutôt pour fuir l'Inquisition. Alors je garde la vérité sur le fait qu'il avait déjà un prestige, il était connu en France, en tout cas par les nobles, il était connu, et c'était un francophile, donc forcément le lien avec François Ier est présent dans le livre, mais ça l'arrangeait bien, on va plutôt dire ça l'arrangeait bien de quitter l'Italie et de quitter un endroit où l'Église était très présente, et où un certain nombre de faits qui sont liés à la fois à mon roman mais historiques. Sans trop en dire, Léonard de Vinci s'est réellement intéressé aux travaux d'Alazen. Ça, c'est un fait historique. Le personnage Alazen que j'ai évoqué tout à l'heure, donc le Perse, a laissé très très peu d'écrits. Mais il y a des ouvrages qui ont été traduits en latin notamment, et Léonard de Vinci, c'est dans la vraie vie, là je parle plus de la collision des mondes, dans la vraie vie, s'est intéressé à ce personnage. Donc s'il s'intéressait à ce personnage et quelque chose de dangereux dans mon livre, il valait mieux quitter l'Italie et se retrouver près d'Amboise. Donc il y a une espèce d'amalgame entre les besoins du livre, les besoins de servir l'histoire du livre, et puis la grande histoire, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Tout est entremêlé, tout le temps, page après page, j'espère en tout cas. Alors, c'est pas... on peut mettre ça comme un récit historique, logiquement non. Un roman historique plutôt qu'un récit historique, parce que les vrais historiens vont toujours y retrouver... Alors, d'autant plus lorsque vous abordez la religion, et notamment des périodes un peu troubles comme la Saint-Barthélemy ou autre, où chacun va trouver que mais non, le responsable c'est lui, mais non, c'est elle, ou c'est ça, etc. Donc potentiellement ma relecture de l'histoire, c'est un roman, et un roman fantastique. Voilà, donc je m'en sers un peu, et je la tords un petit peu, mais j'essaye quand même au maximum, c'est au lecteur de le dire plus qu'à l'auteur, de coller à ce que les gens savent, et même leur apporter un petit peu plus de fond historique. Alazen a existé, Vinci également, et Vinci s'est bien intéressé à Alazen. Sans en dire plus, Vinci, pour des raisons qui sont d'ailleurs évoquées dans le livre, écrivait de droite à gauche. C'est ce qu'on appelle l'écriture spéculaire, qui pouvait se dire que dans un miroir. Et évidemment, ça, c'était pour cacher des choses. À qui ? À l'Église, probablement. Beaucoup de ces croquis regorgent de pentagrammes.
de Pentagone. Le Pentagone, c'est le symbole du diable. Forcément, l'Église, surtout à cette époque-là, où l'Inquisition était très très forte, n'aime pas voir des gens qui dessinent des pentagrammes à droite et à gauche. Donc voilà pourquoi on rencontre aussi Léonard de Vinci, et entre autres, parce qu'il y a d'autres personnages que vous nous permettez de rencontrer comme ça. Il y en a un autre qui est quand même assez connu, c'est Nostradamus. Donc voilà, pour les auditeurs curieux, je dirais, qui veulent en avoir vraiment pour leur content d'histoire, mais d'histoire avec un grand A, enfin avec un H majuscule, alors là, vous serez servi, quoi. Tant en personnage historique qu'en fait historique, et de l'an 1000, voilà pourquoi on est remonté jusqu'à l'an 1000 et pourquoi on va revenir gentiment, tranquillement, en trottinant jusqu'au XXe siècle. Exactement. Eh bien écoutez, ce sera la fin pour aujourd'hui. Nous laissons place à un petit peu de lecture comme le veut le format de l'émission. Et on se retrouve demain. À demain. Sam Cornell, La collision des mondes. Oui, débutons avec Charles de Maleville. Ce sera une entrée en matière assez romanesque, dans laquelle ma petite histoire se mêlera déjà à la grande. Nous étions alors en pleine guerre franco-iroquoise. Plusieurs frégates royales empruntaient le Saint-Laurent pour se rendre à Québec. Elles accueillaient à leur bord 1200 hommes lourdement armés. Sur leur pont, quelques observateurs attentifs guettaient les rives du fleuve. Impassible, le vicomte de Maleville les accompagnait, un petit carnet de cuir entre ses mains gelées. Il devait y consigner ses récits de voyage. Mais jusqu'à présent, ce capitaine du roi n'avait rien remarqué de notable à y signaler. Pourtant, l'inquiétude se lisait sur son visage. Les troupes françaises devaient agir au plus vite pour préserver ces contrées éloignées. Pour quelle raison ? Car elles étaient menacées. Ce lopin de terre appartenait à la couronne de France depuis 1534, conquis par Jacques Cartier pour le compte de François Ier. Mais la première tentative de colonisation s'était soldée par un échec. Toutefois, elle avait permis de mieux appréhender ces territoires hostiles et tisser quelques liens avec les natifs. Ce n'est que 60 ans plus tard que la France posa définitivement un pied sur ce continent. Sous la conduite de Samuel de Champlain, le cartographe d'Henri IV, l'installation sur le Saint-Laurent s'organisa. Et afin d'accueillir les moyens conséquents envoyés par la France, un port permanent y fut établi. Le petit site de Stadacone deviendra Québec en 1608. C'était la naissance de l'Acadie. Tout à fait. Pour assurer la sécurité de ces nouvelles colonies, le géographe forgea de solides alliances avec les Amérindiens. Les Hurons, les Algonquins et les Montagnais pactisèrent avec l'émissaire français. En échange, il leur promettait de participer au conflit qui les opposait aux voisins iroquois. Grâce à la supériorité technologique des Européens, cette coalition refoula sans peine l'ennemi. Mais ces derniers n'auront alors de cesse de prendre leur revanche sur les Français. Et un nouveau conflit éclata en 1641 entre colons et Iroquois. Pour compenser leur infériorité technique, les indigènes évitèrent tout affrontement direct. Ils privilégiaient une guerre d'embuscade qui se révélait éprouvante pour les Acadiens. Malgré cette ruse, ils n'étaient pas en mesure de l'emporter et les hostilités s'éternisèrent sur des années. Frustrés, ces Iroquois se retournèrent contre les Hurons, fidèles alliés des Français. Ce fut un véritable génocide. Ils massacrèrent femmes et enfants pour épancher leur amertume. Une fois affaiblis, les Hurons ne purent entraver plus longtemps les assauts de leurs rivaux sur les frontières de la Nouvelle-France. Les raids iroquois se rapprochèrent dangereusement des rives du Saint-Laurent et plusieurs avant-postes français tombèrent aux mains de l'ennemi. La survie de la colonie était sérieusement menacée. Une fois avertis,
Le jeune Louis XIV réagit avec fermeté pour rétablir sa souveraineté sur ce sol éloigné. La métropole y dépêcha le régiment Carignan-Salière, un corps expéditionnaire d'élite. J'en déduis que c'était celui de votre aïeul. Par cette remarque anodine, je constatais que l'abbé s'intéressait enfin à ma famille. Parfaitement, lui répondis-je. Ce bataillon de militaires chevronnés était rompu aux missions étrangères. Le voyage jusqu'en Amérique s'était déroulé sans encombre. Quelques éclaireurs iroquois avaient bien été aperçus ici et là, mais sans causer la moindre contrariété. Il fallait cependant agir rapidement pour conserver l'effet de surprise. Charles de Maleville referma son carnet et le rangea soigneusement au fond de sa poche. Québec se dessinait au loin, incrustant sa masse imposante contre le ciel du soir. Le vicomte fit un signe discret à ses hommes pour préparer le débarquement, puis regagna ses appartements. 1 heure plus tard, les frégates de Louis XIV s'alignèrent silencieusement contre les quais du port. Elles y déversèrent 1200 soldats prêts à en découdre avec l'ennemi. À leur suite, de puissantes pièces d'artillerie furent déchargées par les marins les plus charpentés. Et enfin, les caisses de fusils furent réparties entre les compagnies royales. Pendant ce temps, les officiers s'étaient regroupés dans une taverne afin d'y discuter les futures opérations. Charles de Maleville se vit assigner un secteur reculé au sud du fleuve. Lors de leur dernière offensive, les Iroquois s'étaient emparés de Sorel, un petit bourg où se mêlaient harmonieusement colons et hurons. Le fort Richelieu, qui protégeait la ville, était assiégé. Depuis plusieurs jours, il ne venait plus en aide aux populations locales, livrées aux exactions de l'occupant. Sa prise pouvait offrir aux Iroquois un camp de base solide pour prolonger leur avancée. La ville de Québec risquerait d'en être aussitôt menacée. Charles de Maleville devait donc impérativement repousser l'envahisseur. Le lendemain matin, sa compagnie traversa le fleuve pour s'enfoncer dans la forêt canadienne. Elle progressa à marche forcée vers Fort Richelieu, traînant avec elle les lourdes pièces qui l'accompagnaient. Afin de préserver le rythme infernal que Maleville imposait à ses hommes, les chevaux de traction étaient échangés à chaque village. Et pour pouvoir s'écarter de la route principale, il recruta quelques Acadiens qui le guidèrent discrètement à travers bois. 2 jours plus tard, il fut en mesure de disposer toutes ses sections auprès du fort, sans avoir été repéré par la moindre sentinelle ennemie. Maleville attendit l'aurore pour engager ses troupes afin de leur offrir un peu de repos. La tactique était judicieuse. Face au soleil, son ennemi aveuglé ne pourrait distinguer nettement ses agresseurs. Ainsi, aux premières lueurs du matin, un déluge de feu s'abattit contre le camp iroquois. Les Indiens, encore ensommeillés, ne purent s'organiser pour riposter efficacement. Ils se regroupèrent derrière un talus pour établir quelques défenses de fortune, mais paralysés et incapables de réagir, les Iroquois n'avaient d'autre solution que de se terrer pour se protéger des tirs. Dans un tonnerre assourdissant, l'artillerie royale lâcha ses boulets meurtriers. Quelques Indiens téméraires se lancèrent néanmoins à l'assaut des positions françaises, mais ils furent vite fauchés dans leur élan par les salves de fusillés dissimulés dans le panache des canons. Maleville avait désormais le champ libre. Il dépêcha alors le lieutenant Gamblin et sa section vers l'arrière du fort, une zone désertée par l'ennemi. Il devait y établir des munitions pour les assiéger. L'apparition des troupes françaises fut accueillie avec enthousiasme. Épuisés, harcelés par les forces iroquoises toujours plus nombreuses, les occupants du fort s'étaient résignés à affronter le terrible destin qui les attendait. Car les Iroquois ne faisaient pas de prisonniers, exécutant leurs prises après les avoir soigneusement torturées. Quant aux moins chanceuses, elles servaient de festin aux combattants. Les militaires français apprécièrent ces saines retrouvailles, mais en bons professionnels de la guerre, ils investirent aussitôt le fort pour prendre possession des palissades. Ils se postèrent discrètement sur celles qui encadraient l'entrée principale et surplombaient l'ennemi. Derrière son talus,
Celui-ci continuait de se protéger maladroitement des tirs d'artillerie. Gamblin fit signe à ses hommes de frapper son flanc sans protection. Un premier rang de fusillés décima l'arrière-garde des Indiens. Le temps de recharger, ils s'agenouillèrent pour laisser la place à un second groupe prêt à tirer. Celui-ci mitrailla l'adversaire avant même qu'il ne se retourne. Les balles fusaient, sifflaient, transperçaient les chairs. Les cadavres s'amoncelaient. Le sang jaillissait, ruisselait et rampait jusqu'au bas de la colline. Il ne subsistait du camp iroquois qu'un vaste chaos. Les ultimes survivants décidèrent de se replier. Dans leur fuite désespérée, ils furent balayés par la course meurtrière des boulets de canon qui arrachaient les membres, fracassaient les crânes et écrasaient les corps éparpillés. Pris en tenaille par les sections de carabiniers, les derniers fuyards s'effondrèrent sur le sol. Les portes du fort s'entr'ouvrirent alors. Gamblin sonna la charge, plongeant dans le défilé, baïonnette au canon. Victorieux, Malville regagna le fort et chargea ses cantinières de soigner les blessés. Il organisa immédiatement de nouvelles défenses, redéploya ses pièces et ordonna aux fusillés de reformer les rangs. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.